Bienvenue dans Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui agite pas mal en France, la dette publique. On entend parler de crise, il y a toutes sortes de récits qui circulent. Oui, et on va essayer de démêler un peu tout ça en s'appuyant sur une analyse assez détaillée. Dette, complot et or. La France face à la crise. L'idée, c'est vraiment de regarder les chiffres, les théories, qui parfois se contredisent d'ailleurs, et de comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, quoi. Exactement. Alors au menu, ce fameux seuil des 3% pour les taux d'intérêt, mythe ou réalité. On va aussi regarder un paradoxe assez étonnant avec le Royaume-Uni. On va aussi dépoussiérer une vieille loi française qui fait couler beaucoup d'encre. Et puis on finira sur l'or. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Prêt? Allons-y. Alors, commençons par ça. Le taux d'emprunt français à 10 ans, début septembre 2025, il a dépassé les 3,5%. 3,54% pour être précise. Et là, on entend partout, attention, au-dessus de 3%, c'est la cata, c'est la mort économique. On compare la France à la Grèce, à l'Italie. Oui, c'est vrai que ce chiffre de 3% est devenu une sorte de totem un peu anxiogène, mais il faut vraiment le remettre en perspective. C'est-à-dire? Cette idée d'un seuil fatal à 3%, c'est très récent. Ça date surtout de la décennie 2010-2020, une période économiquement assez bizarre en fait. Bizarre comment? Avec une inflation quasi nulle, voire négative parfois, et les taux d'intérêt maintenus hyper bas par les banques centrales. C'était pas du tout la norme historique, ça. Ah oui. Et avant, c'était comment? Si on regarde l'histoire, la France a connu bien pire sans faire faillite. Dans les années 80, par exemple, le taux moyen était de 12,5%. 12,5%. Oui, et même un pic à 16% en 1983. 16%. L'Allemagne, souvent citée en exemple, a tapé les 9% au début des années 90. Donc vous voyez, un taux à 3,5% aujourd'hui, c'est pas en soi synonyme de faillite imminente. D'accord, mais alors qu'est-ce qui compte vraiment pour savoir si la dette est soutenable? La vraie question, le point clé, ce n'est pas tant le taux nominal, ce chiffre de 3,5%, mais c'est sa relation avec la croissance de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'équation R-G. RG, pouvez nous rappeler ce que c'est? Bien sûr, R, c'est le taux d'intérêt moyen que l'État paie sur l'ensemble de sa dette. Et G, c'est le taux de croissance nominale de l'économie, c'est-à-dire la croissance du PIB en volume, plus l'inflation. Ok. Tant que R, la croissance, est plus forte que R, le coût de la dette, eh bien, l'économie crée plus de richesses que ce que coûte l'endettement. Le poids de la dette par rapport au PIB peut même baisser mécaniquement. Ah, d'accord. Le vrai danger, c'est l'inverse. Quand R dépasse durablement G. Là, on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. La dette s'alimente toute seule, même sans nouveau déficit. C'est ça le point critique. Je vois. Et ce taux actuel de 3,5%, alors, il sort d'où? C'est juste la panique des marchés? Non, pas vraiment. C'est d'abord et avant tout une conséquence directe et même voulue des actions des banques centrales. Surtout la BCE, la Banque Centrale Européenne. Voulu? Pourquoi? Prête aux banques, ça renchérit le coût de l'argent dans toute l'économie et donc, logiquement, les taux auxquels les États empruntent sur les marchés montent aussi. Ok. Et puis, il faut aussi regarder le taux réel. Un taux de 3,5% avec une inflation qui est, disons, autour de 2% ou plus en zone euro, en termes réels, le coût pour l'emprunteur est bien plus bas que si l'inflation était à zéro. On est plus dans une phase de normalisation monétaire après une décennie de taux zéro que vraiment au bord du gouffre, quoi. Un autre élément dont on parle beaucoup, c'est l'écart entre le taux français et le taux allemand, le fameux spread. Pour la France, il est autour de 0,8%. C'est ça le vrai thermomètre du risque. Oui, ça c'est un indicateur très suivi et à juste titre. Plus que le niveau absolu du taux français, c'est l'élargissement rapide de cet écart de ce spread qui avait vraiment sonné l'alarme pendant la crise des dettes souveraines en 2011. Pourquoi cet écart est-il si important ? Parce qu'il mesure la prime de risque que les investisseurs exigent pour prêter à la France plutôt qu'à l'Allemagne, qui est vue comme l'emprunteur le plus sûr de la zone euro. Si cet écart se creuse vite, ça veut dire que la méfiance des marchés envers la France augmente. C'est un signal fort. Cette question du risque perçu, ça nous amène justement à une situation un peu paradoxale. Le Royaume-Uni. Ah oui, intéressant. Ils empruntent beaucoup plus cher que nous, à 4,75%. C'est énorme. Et pourtant, si on regarde le coût pour s'assurer contre leurs défauts de paiement, les CDS... Les crédits default swap, oui. Exactement. Eh bien, leur CDS est plus bas que celui de la France. Il est à 18 points de base contre 33,37 pour nous. Comment c'est possible ? Le marché leur demande un taux plus élevé, mais les considère plus sûrs.
C'est bizarre, non? C'est contre-intuitif au premier abord, mais ça s'explique très bien par un concept clé, la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire. Oui, le Royaume-Uni a sa propre monnaie, la livre sterling, et il a sa propre banque centrale, la Bank of England, la bouoï. Et cette bouoï, en dernier recours, elle peut techniquement créer autant de livres sterling que nécessaire pour que l'État britannique rembourse ses dettes, en livres sterling. Ah, donc ils peuvent faire tourner la planche à billets pour En rembourser? théorie, oui. Ce qui veut dire qu'un défaut de paiement nominal, c'est-à-dire un non-remboursement pur et simple d'une dette libellée dans leur propre monnaie, est quasiment impossible, techniquement. D'accord. Donc le risque pour quelqu'un qui prête au Royaume-Uni, ce n'est pas de ne pas être remboursé du tout. Exactement. Le vrai risque, c'est que les livres qu'on va lui rendre aient perdu beaucoup de valeur, à cause de l'inflation ou d'une dévaluation de la livre sur le marché d'échange. C'est un risque sur le pouvoir d'achat de la monnaie. Je vois. Et le faible coût du CDS britannique, cette assurance contre le défaut, il reflète juste cette quasi-certitude que l'État remboursera nominalement sa dette en livres. Il ne couvre pas le risque que la livre elle-même perde sa valeur. Et pour la France ou l'Italie, c'est différent parce qu'on est dans l'euro? Oui, tout à fait. Ni la France ni l'Italie ne contrôlent la planche à billets de l'euro. C'est la BCE qui gère l'euro pour toute la zone. Donc, il existe un risque théorique très faible aujourd'hui, soyons clairs, mais pas absolument nul qu'un pays puisse faire défaut ou même qu'il sorte de l'euro et que sa nouvelle monnaie soit dévaluée. C'est ce risque spécifique à la construction de la zone euro que les CDS français ou italiens plus élevés intègrent. Ok, le paradoxe est résolu pour le CDS. Mais alors, la question reste, pourquoi le taux britannique est si haut, à 4,75 %? Si le risque de défaut est si faible, pourquoi payer si cher? Là, ça tient à la situation économique propre au Royaume-Uni. Ils ont une inflation plus forte et surtout plus persistante que dans la zone euro. C'est lié en partie au Brexit, à leur mix énergétique aussi. Du coup, la Bank of England mène une politique monétaire plus restrictive, plus dure que la BCE. Elle a monté ses taux directeurs plus haut, donc le taux de 4,75 % sur leurs obligations, c'est avant tout une prime de risque liée à l'inflation future de la livre et à cette politique monétaire plus agressive. Ce n'est pas une prime de risque de crédit, de défaut de paiement. D'accord. Donc les marchés évaluent bien des risques différents. Risques macroéconomiques et monétaires pour le Royaume-Uni, risques structurels liés à l'euro pour la France. C'est plus clair. Bon, après ces histoires de taux et de risques, attaquons une autre montagne intellectuelle, une théorie très très répandue, celle de la loi du 3 janvier 1973. On l'appelle souvent la loi Pompidou-Giscard, parfois même Rothschild. Ah oui, le fameux article 25. Voilà. L'idée qu'on entend partout, c'est que cette loi aurait interdit à l'État français d'emprunter directement et surtout sans intérêt à la Banque de France. Et ça aurait obligé l'État à aller se financer sur les marchés privés, à payer des intérêts énormes et paf, ça aurait créé la dette publique qu'on connaît. C'est présenté comme l'acte fondateur de notre servitude, quoi. C'est une narration très puissante, très séduisante même. Le problème, c'est qu'elle ne résiste pas vraiment à l'examen des faits historiques et juridiques. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle disait vraiment, cette loi? L'article clé, le 25, disait en gros que le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Bon, c'est un peu technique. Oui. Mais ça veut simplement dire que le Trésor ne pouvait pas forcer la Banque de France à lui acheter directement ses bons du Trésor, à monétiser sa dette comme ça. Mais le truc important, c'est que ce principe, il existait déjà. Il était inscrit dans les statuts de la Banque de France depuis 1936. 1936. Mais c'est bien avant. Exactement, depuis le Front populaire. Donc l'idée que le Trésor ne peut pas puiser directement et sans limite dans les caisses de la Banque centrale, ce n'était absolument pas une nouveauté de 1973. Cette loi de 73, c'était surtout une modernisation administrative, un grand dépoussiérage juridique des statuts de la Banque de France. Elle n'a pas provoqué de rupture majeure dans le financement de l'État à ce moment-là. Mais alors, l'interdiction formelle pour la Banque de France de financer directement l'État, elle vient d'où? Parce qu'elle existe bien aujourd'hui, non? Oui, elle existe, mais le vrai tournant, ce n'est pas 1973. C'est 20 ans plus tard. C'est le traité de Maastricht, signé en 1992. Ah, Maastricht, hein? Voilà. C'est ce traité européen, c'est lui qui a créé l'Union européenne et préparé l'euro, qui a explicitement interdit aux banques centrales nationales et à la future BCE d'accorder des découverts ou des crédits directs au gouvernement. C'est l'article 104 du traité qui est devenu l'article 123 du TFE actuel. Et ça a été transposé en France? Oui, par une loi d'août 1993 qui a rendu la Banque de France indépendante du pouvoir politique, justement en préparation de l'euro.
Donc si on veut débattre de cette interdiction, il faut regarder du côté de Maastricht et de l'indépendance des banques centrales, pas de cette loi de 73. C'est exactement ça. L'objectif affiché de Maastricht, d'ailleurs largement débattu à l'époque, c'était d'assurer la crédibilité de la future monnaie unique en garantissant l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis des pressions politiques, sur le modèle allemand. Mettre la loi de 1973 au centre de tout ça, c'est une erreur historique. C'est projeter les enjeux des années 90 sur un texte bien antérieur et beaucoup plus technique. C'est un anachronisme en fait. Restons dans ces récits qui circulent. Il y a une autre idée assez forte, parfois liée à la précédente, celle d'une sorte de faillite organisée des nations européennes. L'idée serait que les crises successives, la crise de la dette en 2010-2012, la hausse des taux actuels, seraient en fait délibérément provoquées ou au moins utilisées par une élite, disons non élue, pour affaiblir les États, les rendre dépendants et les forcer à accepter toujours plus d'intégration fédérale, une sorte de marche forcée vers les États-Unis d'Europe. Oui, cette vision d'un plan concerté, d'une sorte de complot, elle existe. Mais elle s'oppose à une autre grille de lecture assez classique en sciences politiques pour expliquer comment l'Europe avance. C'est la théorie de l'intégration par la crise. On parle aussi de néofonctionnalisme. L'intégration par la crise. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas un plan caché, mais plutôt une dynamique de réaction. L'Europe se construit souvent par étapes, en intégrant un domaine comme le marché unique ou la monnaie unique, mais de façon incomplète. Et cette intégration partielle crée des tensions, des déséquilibres, des problèmes imprévus dans d'autres domaines qui restent nationaux, comme les budgets, le social. C'est ce qu'on appelle le spillover, l'effet de débordement. Et quand ça coince ? Eh bien, quand ces tensions deviennent trop fortes, ça débouche sur une crise. Et là, les dirigeants européens se retrouvent face à un choix un peu binaire. Soit ils laissent tout s'effondrer avec des coûts politiques et économiques potentiellement énormes, soit ils font un saut en avant. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'aller plus loin dans l'intégration pour résoudre le problème qui a causé la crise et pour sauver ce qui a déjà été construit. Vous avez des exemples concrets ? La crise des dettes souveraines de 2010-2012, c'était typiquement ça. On s'est rendu compte qu'avoir une monnaie unique, sans union bancaire solide et sans mécanisme de solidarité budgétaire suffisant, c'était bancal, voire dangereux. La réponse a été quoi, Mopi ? La création du MES, le Fonds de secours européen, et surtout le lancement de l'union bancaire. Ah oui. Plus récemment, la crise du Covid. Elle menaçait de fragmenter complètement le marché unique avec des fermetures de frontières, des réponses nationales désordonnées. La réponse, là encore, sous la contrainte, ça a été le plan de relance Next Generation EU. Et surtout, son financement par un endettement commun européen, une première historique. C'était impensable quelques années avant. Donc, la différence fondamentale, c'est l'intention. La théorie du complot dit la crise est voulue pour forcer l'intégration. Et l'autre dit l'intégration est la solution trouvée, souvent à reculons, pour sortir d'une crise imprévue. C'est exactement ça. La théorie de l'intégration par la crise voit les crises comme des conséquences peut-être inévitables d'une construction européenne qui est par nature imparfaite et progressive. Et les nouvelles étapes d'intégration sont vues comme des réponses pragmatiques, souvent négociées dans la douleur entre 27 États aux intérêts divergents pour éviter l'effondrement du projet. Honnêtement, le processus de décision à Bruxelles, avec ses compromis laborieux, ça ressemble assez peu à l'exécution d'un plan secret bien huilé. Revenons un petit peu en arrière, sur la crise de 2008. Elle est souvent décrite comme un moment charnière, voire la tuerie finale dans certains récits plus conspirationnistes. Mais même sans aller jusque-là, son impact est énorme. Comment cette crise, qui était partie du secteur financier privé aux États-Unis, a-t-elle pu finir par peser aussi lourd sur les dettes publiques, notamment en Europe ? C'est un point absolument crucial pour comprendre la situation actuelle. La crise des subprimes de 2007-2008, c'était une crise privée au départ. Oui, une crise bancaire et financière. Mais elle est devenue une crise des dettes publiques à cause du sauvetage des banques. Le fameux bail-out. Exactement. Partout dans le monde occidental, les États ont dû intervenir massivement pour éviter que tout le système financier ne s'écroule. Ils ont récapitalisé des banques, garanti des actifs toxiques, mis en place des plans de soutien énormes. Et tout ça, ils l'ont financé comment ? En empruntant massivement, en creusant leurs dettes publiques. Donc, les pertes privées ont été transférées sur les comptes publics. En grande partie, oui. C'est pour ça que les ratios dette sur PIB ont explosé dans de nombreux pays après 2008. La crise financière a directement alimenté la crise des dettes publiques qui a suivi.
On peut dire que 2008 a chargé le pistolet, a rendu les États beaucoup plus vulnérables à la remontée des taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a laissé des traces très profondes dans l'opinion, non? Ce sentiment d'injustice, l'idée que les profits sont privés, les pertes sont publiques. On se souvient de journalistes comme Matt Taibbi qui parlaient de griftopia, un système où une élite financière crée des bulles, en profite et fait ensuite payer la note par le contribuable quand ça explose. Absolument. Cette perception d'une injustice fondamentale, elle est très forte et elle a laissé un double héritage. D'un côté, une dette publique massive dont on paie encore les conséquences, et de l'autre, une méfiance profonde, durable, envers les élites politiques et financières, envers les institutions. Et ce climat de défiance, c'est un terreau idéal pour que des récits alternatifs, parfois extrêmes, puissent prospérer. Les gens cherchent des explications à ce qu'ils perçoivent comme un système truqué. Et justement, dans ce contexte d'incertitude, de méfiance envers les monnaies fiduciaires, les banques, les États, beaucoup se tournent vers l'or, considéré comme la valeur refuge ultime. On voit même des prévisions assez folles circuler. J'ai vu passer celle de l'économiste Peter Schiff. Il parle de 6 000 $ l'once d'or d'ici 2 ou 3 ans. Oui, Peter Schiff est connu pour ses positions très haussières sur l'or et très critiques envers le système monétaire actuel, notamment le dollar américain. Qu'est-ce qui justifie une prévision aussi spectaculaire? Sa thèse repose sur un scénario assez apocalyptique, il faut bien le dire. Il anticipe un effondrement du dollar américain à cause de ce qu'il considère comme une dette américaine totalement insoutenable. Cet effondrement du dollar provoquerait, selon lui, une hyperinflation généralisée qui détruirait la valeur de toutes les monnaies papier. Et dans ce chaos, l'or redeviendrait la seule vraie monnaie, la seule réserve de valeur fiable. D'où une explosion de son prix. Il a quand même une certaine crédibilité parce qu'il avait bien anticipé la crise de 2008, non? C'est vrai. Il a été l'un des rares à voir venir la crise des subprimes de manière aussi claire. Ça lui a donné une forte notoriété. Par contre, il faut aussi dire que son bilan depuis est plus mitigé. C'est-à-dire? Eh bien, disons qu'il annonce quasi en permanence l'effondrement imminent du dollar et l'hyperinflation depuis plus d'une décennie, et force est de constater que ça ne s'est pas produit pendant toutes les années 2010. Ces conseils d'investissement, très concentrés sur l'or et les minières aurifères, ont d'ailleurs souvent largement sous-performé par rapport au marché actions pendant cette période. Il met le doigt sur des déséquilibres réels, c'est indéniable, mais ses prévisions sont souvent très extrêmes et son timing s'est révélé, disons, approximatif par le passé. Et les autres analystes plus mainstream, ils en pensent quoi de l'or? Est-ce que cette vision d'une explosion à 6 000 $ est partagée? Pas vraiment, non. Les avis sont très partagés, en fait. Vous avez des analystes qui sont optimistes, mais de façon beaucoup plus modérée. Des grandes banques comme JP Morgan ou RBC, par exemple, visent plutôt des objectifs autour de 3 700 – 4 000 $ l'once d'ici 2026. Qu'est-ce qui motive leur optimisme? Ils mettent en avant la forte demande des banques centrales, notamment celles des pays émergents qui diversifient leurs réserves. Ils pointent aussi les risques géopolitiques persistants, qui favorisent les valeurs refuges, et ils anticipent que les banques centrales occidentales finiront par rebaisser leur taux d'intérêt, ce qui rendrait l'or, qui ne rapporte pas d'intérêt, plus attractif. Et il y a des avis contraires? Des baissiers? Ah oui, tout à fait. D'autres analystes, comme ceux de Morningstar par exemple, sont plutôt baissiers à long terme. Ils pensent que si les taux d'intérêt réels restent positifs durablement, eh bien les obligations redeviendront plus intéressantes que l'or. Ils estiment aussi que les prix actuels, déjà élevés, pourraient finir par détruire une partie de la demande, notamment dans la joaillerie ou l'industrie. Eux voient plutôt l'or revenir vers 1 800 $ à terme. Et puis vous avez des positions plus neutres, comme HSBC, qui anticipe un essoufflement de la hausse récente. Donc voyez la prédiction de Schiff à 6 000 $, c'est vraiment un scénario extrême, un pari sur une crise systémique majeure. Bon, si on essaye de faire un peu le bilan de tout ça. Le seuil des 3% pour les taux, ça semble plus être un repère psychologique hérité d'une période anormale qu'une vraie falaise économique. C'est ça. L'important, c'est le RG. Le paradoxe britannique, lui, s'explique bien par la souveraineté monétaire et les risques différents évalués par les marchés. Tout à fait. La fameuse loi de 1973, elle n'est pas vraiment le péché originel de l'endettement sur les marchés. Le vrai tournant, c'est plutôt Maastricht. Exactement. L'intégration européenne qui avance, elle semble plus répondre aux crises qu'être le fruit d'un plan secret de faillite organisée. C'est la lecture néo-fonctionnaliste, oui. Et l'héritage de 2008, il est lourd, avec cette dette publique gonflée par le sauvetage bancaire et une méfiance tenace. Quant à l'or, son avenir divise clairement les experts. C'est une bonne synthèse, je crois. Mais, et c'est important,
Rejeter certains récits un peu simplistes ou certaines théories du complot, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les angoisses bien réelles qui les nourrissent souvent. Vous pensez à quoi? Je pense au sentiment d'injustice face au système financier, qui est parfois fondé, au poids bien réel de la dette sur les générations futures, à l'impression, pour beaucoup de citoyens, d'une perte de contrôle, d'une perte de souveraineté face à des forces économiques ou des décisions prises à Bruxelles, aux conséquences sociales très concrètes et parfois douloureuses des crises comme celle de 2008. Tout ça, ce sont des préoccupations légitimes. Et peut-être que le fond du problème, c'est la complexité folle de notre monde actuel, non? Un système économique et financier hyper interconnecté, où une décision prise à un endroit a des effets en chaîne, parfois imprévus, souvent opaques, à l'autre bout du monde ou dans notre vie quotidienne. Et cette complexité, elle peut facilement donner l'impression qu'il y a une main invisible, une machination, là où il n'y a peut-être que l'interaction incroyablement complexe de millions d'acteurs, d'intérêts divergents, de mécanismes qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. Absolument. Et ça soulève une question finale. Une question pour nous tous, je crois. Dans cet environnement économique, mais aussi informationnel, qui est si complexe, si incertain, avec tellement de bruit, de récits contradictoires, parfois anxiogènes, comment est-ce qu'on fait pour distinguer les signaux importants du brouhaha ambiant? Comment on se forge une opinion solide, nuancée, sans tomber dans la simplification à outrance ou, à l'inverse, dans une méfiance généralisée qui paralyse? Vaste question. Et quelles sont les conséquences à long terme de cette complexité et des histoires, des narrations qu'on se raconte pour essayer de lui donner un sens? Sur notre confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans nos monnaies, confiance les uns envers les autres et finalement, confiance dans notre avenir collectif. C'est peut-être ça, l'enjeu principal derrière toutes ces questions de dette, de taux et d'or. Une réflexion essentielle. Merci beaucoup d'avoir exploré ces questions complexes avec nous aujourd'hui sur Confluence. Merci à vous, et si cette analyse vous a intéressé, si elle a suscité des questions, eh bien n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.